J'interviens en fait sur cette question du tribalisme pour essayer d'éduquer aussi, parce que vous savez que le tribalisme dans notre pays est un véritable fléau, est un véritable cancer. Et pour régler ces problèmes de tribalisme, il n'y a qu'une seule solution. Il faut être politiquement incorrect, comme Kovala Chibinda. Il faut en parler, il faut amener ce débat sur la place publique, afin que nous trouvions tous ensemble, tous les Congolais du nord au sud, les moyens de résorber ce fléau que je considère comme un cancer de nos sociétés ou de notre pays. Okay. Et avant ça, il faut connaître l'histoire du Congo. Vous savez qu'en 1977, ceux qui ont tué Marien Ngouabi ont décidé en fait de le tuer parce qu'ils ne voulaient pas que le pouvoir soit remis au sud. Et ceux qui ont tué Marien Ngouabi en 1977 sont toujours aujourd'hui au pouvoir. Et donc ces gens ont une conception du pouvoir qui est une conception ethnocentrique, qui est une conception de conservation du pouvoir au nord. D'ailleurs, tous les postes clés aujourd'hui au Congo sont des postes tenus par des ressortissants du nord. C'est la preuve que le pouvoir au Congo est un pouvoir planique. Okay. Parce que je ne crois pas qu'il existe au Congo une conception patriotique du pouvoir. Je crois que le rapport de force aujourd'hui, il se situe entre le nord et le sud. Mais cette unité du sud, elle est naturelle. Parce que nous faisons tous partie du peuple Congo. Il faut rétablir un rapport de force cohérent entre le nord du Congo et le sud du Congo, afin que ce rapport de force permette l'établissement d'un véritable pacte ethnique. Parce que moi, je ne crois pas qu'au Congo, le système majoritaire à l'occidental puisse s'appliquer. Parce que je suis convaincu que si on applique la démocratie à la lettre au Congo, compte tenu des contingences ethniques, un ressortissant du Nord ne pourra pas être élu démocratiquement. Okay, c'est quelque chose que nous pouvons concevoir. Elle est naturelle. Okay. Elle est naturelle parce que déjà nous faisons partie de ce grand peuple Congo, de l'océan Atlantique jusqu'au pôle. Et nous avons intérêt à nous unir. Pourquoi? Parce que les massacres que nous avons subis ont généré aujourd'hui des choses importantes. Et vous savez que le peuple juif qui a subi longtemps les massacres des nazis, ils se sont unis. Et si le Sud n'est pas uni, il y a de fortes chances que dans les années à venir, nous subissons d'autres génocides. Et quand j'appelle à l'unité du Sud, c'est aussi pour faire face à cette arrogance. Et il faut revenir à la réalité. Je pense que les Congolais aiment entendre un discours religieux. Et moi, je suis un adepte de la libre pensée. Je ne suis pas pour un discours religieux. Ce rapport de force ethnique qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes écrasés à tous les niveaux. Qu'une région comme Pointe-Noire, qui est l'une des régions les plus riches du Congo, que les populations autochtones de Pointe-Noire vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que M. Gokana, M. Bruno Eto'o et les autres se goinfrent sur le pétrole issu de cette région. Donc ça, je vous le dis, nous sommes aujourd'hui, c'est ce que je disais dans une de mes interviews, le Sud aujourd'hui subit un chemin de croix. Regardez tous ceux qui ont participé au massacre des 350 disparus du Beach, qui étaient en majorité, qui étaient à 100% du Sud. Est-ce qu'ils ont fait un jour de prison? Non. Donc vous voyez bien, est-ce que cette situation aurait été possible si les 350 personnes du Beach étaient du Nord? Question ethnique soit amenée sur la table de négociation pour établir ensemble, avec, non pas contre le pouvoir, non pas contre les ressortissants du Nord, mais pour le peuple congolais entier, un véritable pacte ethnique qui nous permettra de vivre ensemble en toute quiétude. Et c'est ce que je vous disais déjà il y a un an. Comment pourrait-on aider le Nord un jour à arriver au pouvoir?
puisque nous savons très très bien que compte tenu des contingences ethniques, aucun ressortissant du Nord, fût-il le meilleur du Congo, ne pourrait être élu démocratiquement. Et donc vous voyez que le problème, il est institutionnel. Nous devons réfléchir tous ensemble, au lieu de copier les Occidentaux en faisant une forme de démocratie à l'occidentale, peut-être que nous pouvons trouver à travers nos particularités ethniques un moyen de faire une démocratie qui puisse favoriser l'éclosion de toutes ces ethnies. Mais le pacte ethnique, c'est d'abord le fruit d'un rapport de force. Quand on parle du pacte social, le pacte social, c'est le fruit d'un rapport de force entre les salariés, entre le patronat, et puis peut-être avec une couverture de l'État. Mais le pacte ethnique au Congo sera aussi le fruit d'un rapport de force entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, ce rapport de force, il est très déséquilibré. Et donc, nous devons mettre en place les conditions d'un rééquilibrage de ce rapport de force par l'unité du Sud. Et si nous sommes unis, nous serons plus forts pour imposer à Sassou Nguesso et à son clan la possibilité de développer le Congo. Je vous signale quand même, pour ceux qui ne le savent pas, l'Issouba, pendant ces 5 ans, a eu 1500 milliards de francs CFA de budget. Est-ce que vous savez le budget que Sassou a eu seulement pour cette année? 2800 à peu près. Voilà. Donc, vous voyez bien que le pays n'est pas en train d'avancer, le pays n'est pas en train de se développer, et je pense que c'est ce rapport de force, ce nouveau rapport de force, ce pacte ethnique que j'appelle de mes voeux, qui pourra permettre, nous permettre plutôt d'imposer à Sassou de développer le pays. Souba avait la même logique, le même raisonnement ethnocentriste, le même raisonnement ethnique que Sassou Nguesso, je l'aurais condamné et j'aurais appelé à un pacte ethnique clair entre le Nord et le Sud pour permettre le développement de l'ensemble du pays. Donc, mais c'est complètement faux. L'Issouba n'a jamais été un tribaliste. D'ailleurs, s'il a perdu le pouvoir, c'est parce qu'il n'était pas tribaliste. Quand M. Lissouba se permet de nommer comme commandant de la zone militaire de Brazzaville M. Benoît Mondele Ngolo, et que vous savez que les premières armes qui sont arrivées entre les mains de Cobra sont parties de cette zone militaire de Brazzaville, vous voyez bien que ce monsieur était vraiment un nationaliste pour se permettre de donner une telle responsabilité à un monsieur qui est aujourd'hui l'un des proches du régime Sassou. Monsieur Paul Mbott, que monsieur Lissouba a nommé préfet dans la cuvette, qui n'a pas été capable de faire respecter la République. Monsieur Motando, qui est aujourd'hui un proche de Sassou, on sait ces gens-là, ce monsieur était commandant militaire de la zone Brazzaville, d'Olizy. Monsieur Ngolondele n'était-il pas conseiller très proche de Pascal Lissouba au niveau du cabinet? Vous voyez que c'était un monsieur d'une autre dimension. Mais je vous dis que si un sudiste avait la même logique d'écrasement d'une population ou d'une ethnie au Congo, j'aurais la même attitude. Je pense que compte tenu de notre spécificité culturelle, nous devons mettre en place les conditions d'un pacte ethnique nous permettant d'abord de vivre ensemble, que la justice soit appliquée, que le mérite soit mis en avant, parce que vous savez aujourd'hui qu'au Congo, ce n'est pas le mérite qui compte. Quand vous discutez avec la plupart des cadres du Sud ou des cadres politiques, ils sont tous sans moyens. Comment on peut lutter contre Sassou Nguesso si on n'a pas les moyens de sa politique? À ce moment, il faut arrêter. Un opposant pauvre, à quoi sert-il? Donc aujourd'hui, pour vous... Donc, la seule solution que je propose, voilà encore vous savez que les Congolais, je parlais du discours religieux du Congolais. Moi, je ne suis pas un religieux, je suis un pragmatique. Puisque nous n'avons pas les moyens de notre politique, puisque même en France, quand nous nous retrouvons dans les salles, nous faisons une quête de 1 euro ou de 5 euros pour payer nos salles de réunion. Je propose aux cadres du Sud, je propose à tous ceux qui veulent au Sud construire une force économique de me rejoindre dans cette idée. Nous allons mettre en place les conditions de financement d'une alternative politique dans notre pays. Parce que je ne crois pas qu'avec les moyens colossaux
du clan Sassou, nous soyons capables de faire quoi que ce soit si nous continuons dans cette pauvreté qui caractérise les cadres congolais. Et d'ailleurs, Sassou n'est pas fou de rendre les leaders du Sud pauvres. Il sait que sans moyens, on ne peut rien. Est-ce que vous savez qu'il est plus difficile aujourd'hui, lorsque vous êtes du Sud, d'avoir une bourse pour l'étranger? Allez voir l'état de l'école dans le sud du Congo. Mais c'est catastrophique. Mais je pense qu'il appartient au cadre du Sud de mettre en place une structure, une stratégie pour que demain, nous soyons capables de former nos enfants, pour que demain, nous soyons capables, non pas d'être des mendiants. Pourquoi d'ailleurs nos cadres du Sud, tous ceux qui étaient en exil, rentrent comme des enfants s'agenouiller? C'est parce qu'ils n'ont pas, c'est parce que nous n'avons pas mis en place ce processus pour nous occuper d'eux. Parce que si nous avions une structure économique capable de les tenir, de les aider à ne pas tomber dans l'escarcelle de Sassou, ces gens-là ne tomberaient pas. Donc moi je pense le moment est venu. J'appelle à l'unité du Sud parce que l'heure est grave. Si nous continuons dans ces conditions, ça va être la catastrophe. Les écoles dans le pool, vous savez que c'est une catastrophe. Vous savez dans quelle situation le pool est. Vous savez dans quelle situation le Grand Niari est. Ce que j'appelle moi le Congo, le Sud profond. Et nous n'avons pas le droit de les laisser tomber. Et puisque le gouvernement de Brazzaville, qui est un régime clanique, a décidé de ne pas les aider, il appartient au cadre du Sud de les aider à développer leurs activités ou de les aider à améliorer leur sort. C'est aussi l'utopie réalisable de ce que j'ai appelé dans mon discours l'utopie réalisable peut-être des 10 prochaines années. Si nous ne réussissons pas cela, nous serons toujours à la merci des Gokana, à la merci des Itois, et nous irons soulever leur sac pour être leurs petits à confiance. Mais je pense que nous n'avons pas vocation à être leurs petits à confiance. Alors, ne pensez-vous pas que ce discours est pour revers le rassemblement des nordistes? Ben, ils sont déjà unis, les nordistes. Vous êtes sûr? Ah, ben écoutez, si vous me trouvez moi un seul dirigeant du Nord qui dénonce aujourd'hui Sassou de manière claire, je n'en connais pas. Je suivais récemment une de vos interviews, je suivais M. Lekunzu. Moi, j'ai encore quelques questionnements. M. Lekunzu, c'est un ressortissant du Nord. Il était dans la logique de l'assassinat, plus ou moins. Il connaît des choses sur l'assassinat de Maria Ngouabi. Et vous savez d'ailleurs qu'au cours de cet assassinat, on a attribué cet assassinat à des pauvres gens du Sud qui ont été tués pour rien. Mais M. Lekunzu ne nous a pas tout dit. Où se trouve par exemple la tombe de M. Massamba Deba? Vous voyez, on peut beau dire qu'ils sont contre, mais moi ce que je ressens, c'est plutôt plus un rapprochement des forces du Nord. Et aujourd'hui, le retour de Yombi au Pango est clair. Et vous savez très très bien que la guerre de 97 a commencé suite à un différend Sassou-Yombi. Mais aujourd'hui, où se trouve Yombi au Pango? Est-il encore pour le retour de l'ordre démocratique? Est-il encore pour le respect des résolutions de la conférence nationale? Okay. Alors, il y a un problème au niveau institutionnel qu'il faut régler. Et mon analyse me fait arriver sur la situation ethnique, sur le clanisme, sur le rôle de l'ethnie dans la société congolaise. Et je me suis rendu compte que sans la mise en place d'un pacte technique, il sera très difficile au Congo de se développer. Et c'est pour cela que je suis assez différent de ceux qui, dans la diaspora, nous prônent cette république non ethnique, ce que j'appelle moi le discours religieux. Et je suis concret, je pense que nous pouvons nous asseoir autour de cette question afin qu'il n'y ait pas d'injustice, afin que les textes de la Constitution congolaise, qu'il faudra amender plus tard, soient respectés et que nous arrivions à construire une nation
malgré nos disparités, nos différences ethniques, une nation unie. C'est seulement parce que nous serons unis que nous serons capables, par exemple, de lutter contre la France-Afrique. Mais on ne peut pas enlever l'aspect ethnique de toute réflexion sur la situation du Congo. Ce n'est pas possible. Okay. Dire d'abord aux ressortissants du Nord, du Congo, aux cadres du Nord, qu'ils ont le choix et qu'ils peuvent aussi dénoncer Sassou Nguesso et son clanisme, sa manière de fonctionner. Ils ont le choix. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui se sont rébellés. Les Allemands, par exemple, il y a des Allemands qui n'ont pas été d'accord avec Hitler. Il y a des gens, même de la famille d'Hitler, qui n'ont pas été d'accord avec. Donc, les cadres du Nord ont ce choix. Et je pense qu'ils peuvent être de beaucoup dans la mise en place de ce pacte technique que j'appelle de mes voeux. Quant au peuple du Sud, ce peuple du Sud, notamment le peuple Congo, qui a souffert ces dernières années, qui a vu ses enfants mourir, qui a vu ses maisons brûler, je voudrais leur demander tout simplement de garder espoir. Que nous qui sommes à l'extérieur, nous avons décidé de ne pas les laisser tomber, que nous allons mettre en place, nous avons compris les enjeux, nous allons mettre en place une force de frappe économique pour permettre qu'eux aussi vivent dans la dignité. Nous ne les avons pas abandonnés, nous sommes certes en Europe, mais nous voulons qu'eux aussi vivent dans la dignité. Il n'y a aucune raison que ce peuple du Sud soit maltraité dans son propre pays.